Et nous accueillons donc Clémentine Autain. Bonjour, vous êtes Bonjour. députée de Seine-Saint-Denis, co-directrice de la publication de la revue Regard. Vous publiez également un récit personnel, Dites-lui que je l'aime, c'est aux éditions Grasset, c'est au sujet de votre mère, on en parlera dans quelques instants. Auparavant, Clémentine Autain, tout d'abord peut-être une réaction sur l'Algérie, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, puisque vous étiez hier à la République pour manifester. Pourquoi d'ailleurs, vous allez nous le dire. En soutien au peuple algérien qui se réveille, qui se mobilise contre un pouvoir qui est un pouvoir plutocratique, qui laisse les Algériens dans un état d'injustice et surtout en panne complète de démocratie et de liberté. Donc c'est un grand plaisir de voir ce peuple algérien mobilisé, et notamment la jeunesse, jusqu'à hier soir encore, puisque l'annonce de Bouteflika est une forme de provocation. Si j'avais pas tant de C'est respect... une déception pour vous ? Déception, je sais pas, parce que est-ce qu'on peut être déçu d'un personnage aussi autocratique, qu'il en est quand même à son 5e mandat, qu'il brigue et il a une main de fer. Donc je peux pas dire que je suis déçue, mais en tout cas je crois que il s'enferre. Il méprise les aspirations qui s'expriment aujourd'hui au sein du peuple algérien. Et si j'avais pas tant de respect pour le surréalisme, je dirais qu'il se comporte un peu comme Ubu Roi. Vous voyez, il n'arrive pas à quitter la scène. En même temps, je vois bien qu'il y a un problème du côté politique, parce que il y a cette aspiration populaire qui s'exprime, une colère, et je la soutiens et je la trouve vraiment formidable. Mais bien sûr qu'entre cette colère et l'issue politique nécessaire, il y a toujours un pas, et ce que demande l'opposition, enfin il y a des oppositions, mais je dirais une partie de l'opposition, et c'est cette proposition qui m'intéresse, c'est un processus constituant pour une nouvelle république en Algérie, et je crois qu'en effet il y a besoin de cet élan et de cette rupture. Retour en France, Clémentine Autain, avec Emmanuel Macron, qui était donc hier à la télévision publique italienne. Un mot peut-être sur ses paroles. Il a eu des paroles de... Comme on dit, paroles, les paroles, les paroles. Vous chantez bien, mais... Merci beaucoup. Mais en l'occurrence, le président de la République s'est exprimé en Italie pour envoyer un message en France aussi sur la conception qu'il a de la construction européenne. Et je crois que c'est assez limpide. Au fond, il continue à faire vivre le mythe que cette Union européenne peut répondre aux crises que nous traversons. Or, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas aujourd'hui un changement de braquet radical, si on ne sort pas des traités qui imposent aux États de l'austérité budgétaire et qui s'alignent sur la financiarisation de l'économie, je dirais même qui l'accompagnent, je ne vois pas comment on peut affronter la crise de défiance à l'égard de l'Europe, qui s'étend quand même fortement et dangereusement. Je ne vois pas comment on peut affronter les inégalités sociales et territoriales qui se creusent. Je ne vois pas comment on peut, au fond, avoir un projet pour les peuples européens. Donc, le président de la République, hier, non seulement, évidemment, n'a pas posé les mots qui, pour moi, pour nous, étaient importants face à un gouvernement qui est un gouvernement assez dangereux du point de vue des droits humains. Moi, je pense en particulier à la crise migratoire et la façon dont elle s'est traitée en Italie, à l'échelle européenne, puisque l'Union européenne n'est pas capable de répondre non pas à la crise des migrants, mais à la crise de l'accueil des migrants, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais je dirais que le président de la République, hier, a fait une déclaration d'amour aux Italiens pour mieux faire avaler cette construction européenne. C'est pourquoi les élections européennes qui arrivent vont être un moment très important pour faire valoir différentes constructions possibles. Il n'y a pas simplement le projet actuel ou le retour. Ou les populistes, puisque c'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais je dirais, justement, je voulais vous demander si vous vous sentiez à la France insoumise parmi les populistes. Moi, je déteste en fait tous les termes qui visent à amalgamer des propositions politiques totalement opposées. Je veux dire, le projet de l'extrême droite n'a rien à voir avec notre projet, par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, entre l'ordre des choses actuelles, un projet qui est un projet xénophobe, de repli identitaire, et notre projet, vous voyez, ça fait trois hypothèses. Et je pense que c'est ces 3 hypothèses qu'il faut maintenant discuter. Clémentine Autain, ça fait 3 mois qu'il y a une forte contestation sociale en France. Je veux parler bien entendu des Gilets jaunes. 3 mois avec, on aurait pu imaginer un boulevard pour la gauche, peut-être pour la gauche radicale. Et puis, avec on les Gilets voit jaunes. dans... Non ?
J'écoute votre question. Et puis, on voit aujourd'hui que les intentions de vote, même si, bien entendu, ce ne sont que des sondages, mais en tout cas, la France insoumise et la gauche aussi en général ne semblent pas profiter de ce mouvement. Comment vous expliquez ça ? Alors, il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a à la fois la percée des Gilets jaunes qui est quand même une surprise pour beaucoup dans notre pays, c'est-à-dire que sans doute certains espéraient qu'il ne se passerait rien, il s'est passé quelque chose, certains espéraient que ça se passe ailleurs, ça s'est passé là, il y a de l'inattendu et il y a une bonne surprise, c'est-à-dire de la repolitisation, de la mise en avant aussi des inégalités territoriales, parce que je crois que le mouvement des Gilets jaunes... Repolitisation, parce que oui, il y a de la se disent repolitisation, bien sûr. apolitiques. Oui, mais il y a de la politique autour des ronds-points. Il y a de la politique autour des ronds-points, il y a de la fraternité, il y a beaucoup de questionnements. Ça ne veut pas dire qu'on arrive forcément politisé, mais on ne ressort pas de cette expérience des ronds-points comme on y est entré. Donc oui, il y a de la politisation. Maintenant, la question qui est posée, c'est de savoir où ça va se politiser. Et de mon point de vue, l'affaire n'est pas tout à fait dite. Parce que ce qu'on attend des responsables politiques, maintenant, c'est notre capacité à dessiner des sorties de crise, un projet politique qui réponde aux aspirations qui ont été posées. Moi, Pourquoi la France insoumise ne profite-t-elle pas de ce mouvement si vous considérez qu'il y a repolitisation ? D'abord, les effets d'un mouvement, en général, c'est pas toujours immédiat. On l'a vu dans l'histoire. Je veux dire, en 68, vous vous souvenez, le mouvement était bien plus important que le mouvement des Gilets jaunes. Et immédiatement après, on a la victoire de De Gaulle. Ce qui n'empêche pas que 68 a quand même posé des jalons qui ont permis la victoire en 81 de François Mitterrand. Donc les choses ne sont pas mécaniques immédiatement. Donc vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, en 2031, a ses chances ? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que le mouvement de politisation ne porte pas nécessairement ses fruits immédiatement. Le mouvement des Gilets jaunes, au démarrage, je vous rappelle, il y avait des inquiétudes parce que ce qu'on appelle, je sais pas, les différents courants ou je pense aux syndicats, aux forces politiques, aux personnalités de gauche, aux mouvements intellectuels, ont eu une prévention à l'égard des Gilets jaunes. Moi-même, j'avais dit qu'il n'allait pas de soi de se retrouver dans les ronds-points avec une partie de l'extrême droite, enfin pas une partie, d'ailleurs l'extrême droite qui appelait aussi à aller autour des ronds-points. Et ça participe, je ne sais pas si ça participe ou si ça a créé aussi du brouillage politique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas habituelle, puisque les dernières mobilisations, et ce, je dirais, tout au long du XXe siècle, les mobilisations sociales étaient beaucoup plus évidemment encadrées par les syndicats, accompagnées par des mouvements de gauche. Donc on s'est retrouvé face à un mouvement qui était assez inédit. Et moi, je veux dire une chose vraiment, je pense que c'est un espoir que de voir un monde populaire, une partie du monde populaire, c'est pas le tout du monde populaire qui s'est mobilisé autour des Gilets jaunes, autour des Gilets jaunes et autour des ronds-points, mais c'est une part du monde populaire, d'un seul coup dire rendez l'ISF, s'en prendre à la 5e République et au président actuel. Tout ça, ça a posé des jalons importants et surtout, il y a eu des gains. Vous avez vu beaucoup de mouvements sociaux ces derniers temps qui gagnaient. Le mouvement des Gilets jaunes a gagné le retrait sur la taxe carbone. Alors au début, il a eu beaucoup de mépris parce que c'est un peu la marque de fabrique de ce gouvernement. Mais ensuite, il a gagné le retrait sur la taxe carbone, puis quand même 10 milliards d'euros qui ont été réaffectés dans le budget pour permettre un peu de mieux, parfois avec des mauvaises solutions. Je pense notamment à la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais il y a quand même eu une obligation du gouvernement à répondre. Puis le grand débat, qui n'est pas du tout la forme qu'on aurait souhaité, mais qui a quand même indiqué que le gouvernement ne peut pas continuer totalement en faisant comme s'il ne se passait rien dans notre pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il s'arrête, ce mouvement, Clémentine Autain ? Écoutez, il continue, et d'ailleurs, c'est assez... Alors, il continue... Est-ce que vous pensez qu'il doit continuer ? Est-ce que vous comprenez d'ailleurs les revendications ? C'est pas moi qui fais le moteur. Moi, ce dont je rêve, c'est que d'autres secteurs s'agrègent à ce mouvement. On voit d'ailleurs aujourd'hui les Fortes qui sont mobilisées. Moi, j'ai beaucoup suivi, et je suis encore les Arjowiggins qui se trouvent dans différents endroits au Mans et en Seine-et-Marne. Vous avez plein de foyers dans le cadre industriel qui sont mobilisés. Vous avez l'hôpital qui est en burn-out et qui se mobilise. Vous avez différents secteurs qui, aujourd'hui, n'en peuvent plus et ont envie de se mobiliser. Agrégation de colère. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est capable d'agréger, de faire grandir une mobilisation sociale. Mais avec quelles revendications, Clémentine Autain ? Parce que je ne parle pas des revendications de Ford, des Ford de Blanquefort, oui. Autrement dit, de ceux qui aujourd'hui sont menacés de perdre leur emploi. Mais pour les Gilets jaunes, en général, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'est-ce qu'ils demandent ?
quelles sont aujourd'hui leurs revendications ? D'abord, il y a des revendications qui sont quand même assez fortes, qui relèvent de la dignité et de la justice sociale. Moi, c'est ça que j'entends très très fortement. Depuis le début, on n'en peut plus de ce mépris. On ne comprend pas pourquoi vous avez commencé à donner des milliards aux plus riches, notamment par la réforme de l'ISF, mais aussi par le biais du CICE. Ce sont des milliards qui sont donnés aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Et vous en avez encore aujourd'hui pour s'interroger, pour savoir si ceux qui touchent le RSA, il ne faudrait pas leur demander de contrepartie, alors qu'aux plus riches, aux entreprises du CAC 40, on ne demande strictement rien. Donc moi, j'entends cette colère, cette exigence de respect et de dignité, et aussi cette volonté d'un fonctionnement qui associe les citoyens. Donc maintenant, ce qui est devant nous, je vous disais, agrégé sur le plan social, ça c'est ce dont je rêve, mais il y a aussi notre responsabilité politique. Et notre responsabilité politique, elle est d'ouvrir l'espoir par la mise en perspective qu'il est possible d'améliorer la vie. Vous savez, aujourd'hui, on est quand même dans une période singulière où on a le sentiment que nos enfants vont vivre moins bien que nous. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit ? Clémentine Autain, est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous avez vibré, par exemple, à l'évocation d'Éric Drouet, disant que vous viviez là l'une des périodes les plus excitantes de votre vie politique ? Non, je n'ai pas vibré, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le combat d'Éric Drouet dans le cadre des Gilets jaunes, mais non, j'ai pas de fascination. J'ai eu... C'était pas un peu imprudent de la part de Jean-Luc Mélenchon, finalement, de dire qu'il vibrait à l'égard de quelqu'un dont on ne connaît pas encore la totalité de l'agenda politique, s'il en a un, ce qu'il a en matière de revendications? Écoutez, c'était le choix à un moment donné de Jean-Luc Mélenchon, avec sa plume, sa prose, peut-être son emphase à ce moment-là pour le personnage et pour les Gilets jaunes. Moi, c'est vrai que depuis le début de ce mouvement, j'ai eu envie à la fois d'écouter ce qui se disait, ce qui émergeait. Et j'ai trouvé que c'était d'ailleurs peut-être la plus belle victoire des Gilets jaunes, c'était d'avoir mis sur la place publique une souffrance qui était masquée par des chiffres, par de la technocratie. Et d'un seul coup, on a eu cette réalité très brute qui nous est arrivée. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était quand même très très fort. Et d'ailleurs, le film de François Ruffin, Je peux du soleil, pas encore, je vais le voir tout prochainement, mais de ce que j'en ai compris et de ce que j'entends et de ce qu'il m'en a raconté, c'est justement cette mise en lumière aussi de ces témoignages. Et ces témoignages, ils nous apportent quelque chose et ils participent de la conscience politique nécessaire pour dégager une solution émancipatrice aux crises que nous traversons. Donc c'est ça m'intéresse énormément. Mais ce qui est devant nous, c'est d'arriver à dégager cette issue qui soit une issue de progrès social et de progrès écologique. Au démarrage du mouvement, c'était quand même pas joué. Je vous parlais de l'extrême droite qui espérait voir son heure arriver. De l'autre côté, aussi l'angoisse que la bataille environnementale soit marginalisée. Et je crois qu'au total, on peut voir que le mouvement n'a pas eu une version qui était une version négative, mais au contraire, une mise en avant d'aspirations qui sont des aspirations progressistes. Et le livre de François Ruffin, Ce pays que tu ne connais pas, publié aux Arènes, vous l'avez lu ? Je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu encore tout à fait en détail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là aussi, il y a eu des commentaires divers. On a dit, voilà, c'est antidémocratique, c'est très violent. En tout cas, c'est très focalisé sur la personne d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai pas lu assez en détail pour vous donner un point de vue aiguisé sur la façon dont il traite en détail Emmanuel Macron, mais de ce que j'en ai lu jusqu'ici, en tout cas, c'est une contribution parmi d'autres, mais c'est une contribution à pointer le mépris de classe du président de la République et à valoriser la parole de Gilets jaunes. Mais est-ce que cette haine, cette violence, vous l'appellerez comme vous voudrez ? D'accord. Non, mais je le dis franchement, je pense que la haine n'est pas un ressort qui appartient au registre de la famille politique que je défends. Historiquement, d'ailleurs, quand vous regardez historiquement, la gauche, pour faire simple, a toujours gagné sur l'espoir et pas sur la haine. Je ne crois pas au ressentiment et je ne crois pas à la haine comme moteur positif. Ça ne veut pas dire que dans le pays ou dans ceux qui doivent ou se retrouvent dans notre proposition politique, ils ne ressentent pas une forme de haine. Et je peux tout à fait la comprendre. Je veux dire, aujourd'hui, c'est insupportable ce qui nous tombe sur la tête. Et donc, je comprends qu'on ait ce moteur-là, mais je crois que pour gagner, ce dont nous avons besoin, c'est d'espérance. Mais alors, justement, est-ce que ça n'est pas aussi une manière de masquer, en quelque sorte, un vide idéologique ? Parce que on voit bien la radicalité des propos de François Ruffin. On voit mal, en revanche, ce qui pourrait tenir lieu de projets, d'alternatives. Vous le voyez, vous ? Moi, je crois à la radicalité au sens de
prendre à la racine les problèmes. C'est ce terme de radicalité veut dire ça, prendre à la racine les problèmes. Et je crois vraiment à la nécessité aujourd'hui de rupture dans de très nombreux domaines, donc de prendre à la racine les problèmes. Va pour la radicalité. Je ne crois pas au vide idéologique de notre force politique, heureusement. Loin s'en faut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail de rénovation à faire en profondeur, toujours, de mise en question, y compris quand on regarde l'état de nos forces. Je ne pense pas qu'on puisse dormir tranquille et se dire qu'on est au bout du chemin. Il y a encore du travail, mais on a des propositions et une identité politique qui quand même a de la force, quoi. Je veux dire, le partage des richesses, le partage des pouvoirs, le partage des savoirs, la mise en commun d'une certaine manière, je pense que c'est une idée neuve qui doit se ressourcer, l'égalité, la justice sociale. C'est pas simplement des principes qui sont des principes idéologiques, je dirais, hors sol. Je trouve qu'y compris avec le mouvement des Gilets jaunes, elles ont trouvé à s'ancrer dans le réel et à être extrêmement prometteuses pour nous sortir de la nasse dans laquelle se trouve notre pays et l'Europe. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les Gilets jaunes partent d'une revendication de pouvoir d'achat et cependant, rien n'a été demandé au patronat, au MEDEF et beaucoup a été demandé à l'État. Est-ce que c'est bien une manière de gauche de raisonner ? De toute façon, c'est pas l'État au sens l'État qui répond à tout, mais enfin c'est quand même la puissance publique qui doit, elle, être capable d'empêcher la financiarisation de l'économie. Prenez l'effort d'où les si vous voulez des augmentations, il faut les demander au patronat, sauf évidemment pour les non, fonctionnaires. Je suis pour l'encadrement aussi. La hausse du SMIC, c'est quand même une décision de gouvernement. Ça, c'est entendu. Mais pour le reste... L'austérité budgétaire qui aujourd'hui empêche beaucoup de choses dans le domaine de la santé, du logement, des transports, c'est énorme les conséquences. Bon, c'est bien à l'État, à l'Union européenne qu'il faut exiger un changement de cap radical. Donc je comprends que on s'adresse à la puissance publique parce que justement elle a aussi démissionné face au monde de la finance et à la puissance de l'argent. Et c'est une critique qu'il faut entendre. Il faut qu'on arrive à retrouver une capacité d'agir qui est aujourd'hui accaparé par un tout petit noyau de puissants qui justement se sortent de la politique. Et le projet d'Emmanuel Macron, il est d'une certaine manière de dépolitiser l'économie et la vie en disant au fond, la technocratie va s'en occuper, vive la liberté du marché. Or, la liberté tout court, c'est-à-dire celle du grand nombre, elle est incompatible avec les lois du marché. Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Vous publiez également un ouvrage très personnel sur votre mère, Dites-lui que je l'aime. C'est aux éditions Grasset. Alors là, effectivement, il n'est pas question de haine, il est question d'amour, d'un amour triste et en quelque sorte terrible. On va l'évoquer dans une dizaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invitée. Et je vous propose, Clémentine Autain, de réagir à ce que vient de dire Frédéric Seyss. Oui, au fond, il y a un projet. Le projet, c'est de continuer l'Union européenne telle qu'elle est, en nous faisant croire que c'est soit ce projet-là, soit l'extrême droite qui est aux manettes avec, en effet, ses égoïsmes, son repli, sa xénophobie. Bon, désolé, mais heureusement qu'il y a un autre chemin possible, et c'est celui-là que nous voulons faire valoir dans cette campagne européenne, même si, en effet, la campagne n'a pas commencé, comme vous l'avez dit, et c'est difficile de faire entendre notre voix en ce moment sur l'Europe, alors que c'est un sujet tout à fait au cœur des problématiques très quotidiennes des Français. Il faut bien l'entendre, des Français et des peuples européens. Donc nous, ce qu'on estime, c'est qu'il faut sortir des logiques des traités actuels, parce qu'on est englué dans une règle d'or qui nous empêche de mener des politiques offensives pour répondre aux défis climatiques, pour faire en sorte que les inégalités sociales et territoriales soient endiguées, pour lutter contre le chômage, pour mener une politique industrielle. Pour tout ça, il faut sortir des logiques des traités actuels. Et pour sortir des logiques des traités actuels, sans rentrer dans un enfermement dans nos frontières, qui d'ailleurs n'aurait pas de sens à l'heure de la globalisation néolibérale, pour pouvoir se défendre dans ce monde-là, il faut bien une échelle qui ne peut pas être une simple échelle nationale. Nous avons besoin de construire des solidarités et un projet qui dépasse le cadre de la frontière nationale. Et nos listes, et moi je trouve que c'est un point sur lequel il faut insister fortement, est aujourd'hui associé à d'autres mouvements européens à travers une alliance qui s'appelle Maintenant le Peuple et qui, à mon avis, contribue
adresser un espoir que nous ayons à l'échelle européenne des forces qui se tournent vers la construction d'une Europe qui soit une Europe des solidarités, de la coopération et qui nous sorte de l'austérité et qui affronte le pouvoir de la finance à l'heure où on veut nous vendre encore plus de CETA, de nouveaux TAFTA, de traités de libre-échange qui écrasent l'économie et qui empêchent nos vies de s'améliorer, tout simplement. Alors justement, vous dites sortir de la logique des traités actuels. On le voit en Europe, la droite progresse partout pour l'instant, c'est un constat. Même à l'échelle internationale. Exactement. Quel partenaire demain pour réécrire ces traités avec la France insoumise? Qui seront vos alliés? C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que maintenant le peuple est précisément une alliance dans laquelle vous avez Podemos, vous avez des partis en fait, des mouvements qui, dans différentes, je vous cite Podemos parce que c'est le plus connu, mais il y a des partenaires également au Portugal, il y a des partenaires en fait, dans à peu près tous les pays européens, alors qui ont plus ou moins de force, qui sont plus ou moins grands. Mais je veux dire, on ne s'en sortira pas sans qu'il y ait cette coordination des mouvements émancipateurs à l'échelle européenne. Et oui, il y a danger. Bien sûr qu'il y a danger. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se dit que c'est soit on continue l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne profondément, soit c'est l'extrême droite et des mouvements qui sont des mouvements profondément réactionnaires qui vont nous faire revenir vraiment dans des temps très anciens ou qui vont nous amener à toujours plus d'égoïsme, de xénophobie. Enfin, c'est effroyable. Donc si l'alternative est entre les deux, il n'y a pas de chemin pour le progrès social et écologique. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait irruption dans cette campagne d'un acteur qui soit un acteur à l'échelle européenne, porteur de ces ruptures progressistes, sociales, écologiques, démocratiques. Et c'est ça qu'on veut faire dans cette campagne. Et je pense qu'on a du grain à moudre. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que ce chemin va se dessiner progressivement. Mais ce n'est pas simplement le discours sur une Europe plus sociale où on demande gentiment si finalement les décideurs européens vont bien vouloir mettre une petite dose. Je veux dire, on est passé dans autre chose. C'était déjà le slogan des socialistes dans les années 80-90. Voilà, je pense qu'on est passé dans un nouveau moment qui est lié aussi au non au traité constitutionnel européen. On avait réussi à ce moment-là à ce que le non soit teinté du nom de gauche par les collectifs qu'on avait mis en place à l'époque. Et on avait gagné une bataille idéologique. Mais ce nom n'a pas été respecté et il faut le transformer aujourd'hui en dynamique positive qui fédère ces forces sociales, intellectuelles, vous voyez ce que je veux dire, politiques, et qui permettent de faire grandir l'espoir à cette échelle européenne, sans doute dans des configurations peut-être un peu différentes d'autrefois, mais qui nous permettent de sortir d'un scénario catastrophe dans lequel ce serait soit there is no alternative, soit le brin qui l'emporte. Et je pense que l'Europe vaut vraiment mieux que ça. Mais alors comment expliquez-vous, Clémentine Autain, qu'à l'échelle internationale et européenne notamment, ce soit plutôt la droite populiste, la droite qui se déclare hostile à l'Europe pour celle qui a promu le Brexit. Bref, c'est celle-là qui a le vent en poupe. Déjà, il y a quand même sur nos épaules un double échec historique, il faut prendre la mesure, qui est l'échec des expériences de type soviétique, qui a quand même beaucoup impacté les courants d'une gauche révolutionnaire, pour faire court, et de l'autre côté, un échec plus récent de la social-démocratie partout en Europe. C'est lourd, sur nos épaules. Donc on a besoin maintenant de repenser, de raviver une flamme qui est une flamme et un projet et ses déclinaisons concrètes et les mouvements pour les porter. Alors qu'est-ce qui vous reste si finalement cette gauche-là abdique à la fois la révolution d'un côté et la social-démocratie de l'autre? Mais ça ne veut pas dire qu'on abdique la révolution ou que la gauche d'accommodement va périr à tout jamais. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a eu des échecs qui sont des échecs qui ont lesté nos forces politiques. Et donc, il faut qu'elles se remettent debout. Et ça suppose un travail sur les formes, un travail sur la stratégie, un travail sur non pas sur les principes, mais sur leur déclinaison concrète en proposition. Je pense que ce travail est en cours. Je pense qu'il a déjà porté ses fruits en France, parce que je vous rappelle quand même qu'à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a obtenu un score de près de 20% et qu'il a non seulement réussi à faire le plein du côté de la gauche radicale, mais aussi à convaincre une gauche plus modérée et à donner le là. À ce moment-là, est-ce que c'est ça qu'il n'arrive pas à faire aujourd'hui, Clémentine Autain ? Donc je veux dire, est-ce que c'est ça, Clémentine Autain ? On ne peut pas enterrer l'espoir comme ça alors qu'on a fait 19,5 à la présidentielle. Je suis sûr que vous avez entendu ma question. On n'a pas réussi
Ah bah écoutez, oui, si vous voulez m'entendre dire qu'il y a un petit trou d'air aujourd'hui dans notre famille politique et qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur ce moment de cristallisation très fort et d'une certaine victoire, même si on n'a pas gagné la présidentielle, on a quand même hissé haut les couleurs de notre famille politique. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve d'une certaine manière ce qui a fait la force de Jean-Luc Mélenchon dans cette présidentielle, qui était sur une façon, non pas de dire gauche, gauche, gauche toutes les 5 minutes, parce que malheureusement le terme était totalement démonétisé, mais de le remplir, c'est-à-dire d'être capable de dire concrètement ce que veut dire l'égalité, la justice sociale et la liberté. Et je crois qu'à ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon a vraiment réussi à le faire et qu'il faut qu'on retrouve cet élan, cet état d'esprit. Et c'est possible. Les élections européennes, les indications ne sont pas très bonnes aujourd'hui, mais il reste 2 mois et demi pour convaincre. Et moi, je pense qu'on peut tout à fait progresser et convaincre à nouveau. Alors justement, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Génération de Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann avec Place Publique, on a 4 à 5 formations politiques étiquetées à gauche qui sont créditées dans les sondages de 4 à 10% pour l'instant, grosso modo. Est-ce que vous pensez qu'un électeur de gauche peut comprendre une telle division face à d'autres courants de pensée, d'autres philosophies politiques qui, elles, partent unies et qui, déjà, ne font pas des gros scores? Moi, je préfère vous n'avez pas un regret là-dessus? Moi, je préfère toujours le rassemblement à la division, à l'éparpillement, mais il faut le faire sur des projets qui sont des projets partagés. Moi, ce dont j'aurais rêvé, c'est qu'à minima, la famille qui s'est retrouvée au moment du non au traité constitutionnel européen soit rassemblée et puisse prolonger d'une certaine manière cette bataille. Bon, c'est pas tout à fait le cas, je le regrette, mais de là à dire que toute la gauche doit être rassemblée pour gagner, d'abord, la gauche, ça devient compliqué, parce que vous avez vu les déclarations d'Yannick Jadot qui nous a expliqué qu'il était plus de gauche, qu'il envisageait... Qu'il n'était pas défavorable à l'économie de marché, en tout cas. Et aussi qu'il envisageait potentiellement des alliances avec le PPE. Donc, vous voyez, je ne sais pas où va Europe Écologie Les Verts, mais enfin, déjà, il faut que chacun clarifie dans son propre jardin où est-ce qu'il se situe. Par ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que quand la gauche a gagné dans l'histoire, elle n'avait pas une candidature rassemblée unique. Même, je parlais tout à l'heure de 80. En 80, au premier tour, Georges Marchais était candidat. Donc, n'oubliez... Ce que je veux dire, c'est que la question de l'éparpillement ou du rassemblement n'est pas la seule question pour savoir pourquoi il peut y avoir une panne dans le grand espace. À l'époque, les deux partis faisaient au-delà de 20%. Hein. Non, mais on a expliqué l'échec de Jospin par l'éparpillement avant de l'expliquer par des questions politiques plus profondes. Donc, je dis, oui, bien sûr, c'est toujours mieux d'être rassemblés que divisés, mais ce qui nous propulse, c'est avant tout notre capacité à convaincre sur le cœur de projet. Clémentine Autain, vous êtes défavorable à l'économie de marché ? L'économie de marché, oui, je suis défavorable. Yannick Jadot a dit qu'il y était favorable. Est-ce que vous y êtes favorable, défavorable ? Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème essentiel auquel nous sommes confrontés, c'est la financiarisation de l'économie, qui est une catastrophe. Je suis opposée à toutes les logiques capitalistes qui privilégient le pouvoir du capital sur le pouvoir sur le travail, la rémunération du travail et la valorisation du travail. Économie de marché, je ne sais pas toujours bien exactement ce qu'on met derrière. Je n'aime pas la société de marché. Je pense que le consumérisme est une logique économique, sociale qui est en train de rendre complètement fou le sens du monde, et pas simplement d'ailleurs uniquement pour la planète, je le dis souvent, mais c'est détestable pour la planète ce consumérisme, mais c'est aussi détestable en termes d'imaginaire. Voyez, et pour nos désirs. Donc je pense qu'il faut en effet sortir de cet univers mental et de cet univers concret qui fait qu'il y a une espèce de folie, de course au profit et à la consommation qui, je crois, ne permet pas de faire société positivement. Vous parlez d'imaginaire, vous parlez de rêver à autre chose qu'à l'économie et à ce genre de choses. On va quitter un peu le terrain de la politique pour évoquer le livre que vous publiez qui n'a pas grand-chose à voir avec la politique, à moins que vous fassiez un lien avec. Ce livre, il s'intitule « Dites-lui que je l'aime » et vous évoquez votre mère, cette mère qui est morte accidentellement alors que vous étiez encore jeune adolescente. Je vais en lire un extrait, Clémentine Autain.
Oh, je connais la chanson, tu as besoin d'une bière et cela ne peut pas attendre. Je nous revois ces dimanches matins sur le coup de 11 h ou midi, marchant d'un pas vif dans notre quartier parisien du moment, le Marais, puis plus tard la Bastille, en quête du premier bar ouvert. Nous nous installons, si l'on peut dire, au comptoir. J'ai mes cornflakes dans l'estomac ou sur l'estomac. Ce n'est pas très net, tant l'odeur de l'alcool m'indispose. Pourquoi avoir décidé, Clémentine Autain, d'écrire, de publier ce récit ? C'est une bonne question. D'abord, l'idée, curieusement, ne vient pas de moi. J'ai pas du tout nourri cette envie d'écrire sur ma mère. C'est mon mari un soir qui m'a dit: mais pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur ta mère? Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il m'aurait dit pourquoi tu ne vas pas faire un petit tour sur la Lune ou la planète Mars? Ça m'aurait fait à peu près le même effet. Et j'en ai parlé autour de moi et tout le monde m'a dit: mais évidemment, tu vas écrire ce livre, tu as ce livre en toi. Bien sûr qu'il faut que tu écrives ce livre. Et ça m'a interrogée, ça m'a d'autant plus interrogée que ma fille et mon fils aussi me posaient des questions sur cette grand-mère qui évidemment n'ont pas connue et qu'au fond j'arrivais pas à leur répondre. Je les renvoyais toujours un peu sur les roses, ils voulaient voir la tombe, on avait toujours autre chose à faire. Et c'est vrai que je me suis dit il faut que je regarde cette histoire en face et j'ai commencé à écrire sans éditeur pour moi, sans penser à publier. Et puis après je me suis dit qu'il fallait publier. D'abord j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice formidable qui s'appelle Juliette Josse, qui est donc chez Grasset, qui a lu ce que j'avais écrit et qui m'a encouragée à publier. Et je l'ai fait parce que quelque part j'avais envie de lui rendre hommage là où je l'avais mise totalement de côté et je m'étais construite contre elle. Et à un moment donné je me suis dit il y a quelque chose d'injuste de cette femme qui a été une étoile filante du cinéma français. Elle s'appelle Dominique Laffin. Dominique Laffin et qui je pense mérite mieux que soit mon silence, soit l'oubli aussi dans l'univers cinématographique. Et aussi de penser qu'il y a de l'universel dans cette histoire. Elle est à la fois singulière parce que ma mère était une actrice, qu'elle est morte à 33 ans. Bon, c'est pas très banal. 12 ans. Moi j'avais 12 ans, je suis aussi une femme publique, donc c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui ont une vie publique et avec du tragique là où il n'y en a pas dans toutes les familles, fort heureusement. Mais je pense qu'il y a de l'universel parce que c'est un livre qui parle de la mémoire, comment on se construit une mémoire, qui parle aussi de comment on peut se construire avec un parent contre, puis finalement on en a un bout, qu'est-ce qu'on nous a appris, et ça c'est quelque chose qui est long en fait à déconstruire et reconstruire ce lien, cette filiation. Et donc je pense qu'il y avait de l'universel dans cette histoire-là. C'est une histoire également très triste puisque vous racontez comment cette mère qui buvait trop vous oubliait et ne remplissait probablement pas tous ses devoirs maternels. Et vous chahutez entre ce père qui a une fonction, semble-t-il, beaucoup plus traditionnelle, qui est là, et cette mère qu'on peut qualifier de défaillante. Quand on lit ça, on se dit que voilà, bon, la vie est parfois assez cruelle. Oui, elle peut être assez cruelle, mais c'est justement aussi un livre sur deux générations dans le rapport à la liberté et au féminisme. Parce que, alors, il y a ces défaillances qui sont des défaillances liées sans doute à son enfance, à sa propre histoire, à ce que le métier de comédien aussi suppose comme investissement. Et je pense qu'à un moment donné, entre ces fragilités peut-être profondes psychologiques et ce métier qui est chronophage et épuisant, je pense, parce que il suppose un investissement émotionnel, personnel très fort qui parfois fait qu'on n'a pas le temps de s'occuper de sa fille. C'est pas qu'un temps matériel, hein, un temps mental. Et en même temps, il y a chez elle cette quête de liberté qu'on retrouve chez des femmes du mouvement de libération des femmes dans les années 70. Où je crois qu'elles ont un peu essuyé des pots cassés. C'est-à-dire que la liberté, elles l'ont cherchée et ça s'est confondu parfois avec je fais ce que je veux à tout instant et pas forcément une construction de la liberté. Et ma génération est un peu différente de ce point de vue-là. Et ce livre parle de ça, aussi de deux façons de grandir. Je veux dire, elles ont été pionnières à un moment donné. Elles ont dit, ça suffit, on ne va pas être à la maison, on ne va pas être enfermé dans des modèles. Alors, comment on fait quand on n'est pas enfermé dans les modèles pour bien élever ses enfants bien? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour être, en tout cas, une mère suffisamment bonne, j'aime bien cette expression de Donald Winnicott, être une mère suffisamment bonne, comment est-ce qu'on fait? Et elle a eu du mal, évidemment, à régler cette question, mais ma génération a aussi du mal à régler cette question-là, parce que nous, on a grandi avec l'idée qu'il y avait l'égalité entre les hommes et les femmes, et chemin faisant, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça.
dans la réalité, que c'est très difficile d'être une femme active et en même temps d'arriver à faire face aux besoins très concrets. Voilà, je pense qu'il y a une articulation très difficile et qui se cherche et qu'on continue à chercher différemment. Et c'est aussi un livre sur ça, sur cette exigence de liberté, si l'on croit à l'égalité, et cette difficulté à la trouver. Ça veut dire aussi que c'est être la fille de quelqu'un de connu, puisque vous racontez d'ailleurs une scène dans le métro. Un monsieur lui demande un autographe. C'était une actrice connue. Elle a joué avec de nombreuses autres stars, Josiane Balasco, Gérard Depardieu, Yves Montand. Elle a été nominée au César, et puis disons que sa carrière s'est enrayée, peut-être parce qu'elle n'était pas complètement fiable, peut-être parce qu'elle buvait trop ou elle prenait trop de somnifères. Et ça veut dire que finalement, très petite, puisque quand elle est morte, vous aviez 12 ans, Clémentine Autain, et bien très petite, vous avez dû avoir une maturité qui n'était pas une maturité de votre âge, si je puis dire les choses ainsi. Oui, on m'a souvent dit c'était un peu les rôles inversés. C'était moi qui m'occupais d'elle plus qu'elle de moi. En tout cas, c'est vrai que enfant, j'étais dans la protection de ma mère et les rôles étaient pas tout à fait dans le bon ordre. Alors, ça développe un certain sens de la responsabilité, peut-être parfois un manque de légèreté aussi dans le rapport à la vie, dans la confiance aussi qu'on peut avoir, parce que quand la confiance est rompue avec sa maman très tôt, c'est compliqué après pour se construire. Mais pas avec votre père, puisque votre père, lui, d'après ce que vous racontez, a toujours été là, a toujours été beaucoup plus... j'allais dire normatif, mais ça n'est pas dans le sens péjoratif du terme. En tout cas, il remplissait sa fonction de père. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec ce que je dis. Non, c'est le caractère normatif. Écoutez, je ne sais pas trop, mais jusqu'à mes 8 ans, en tout cas, j'étais vraiment avec ma mère, donc avec elle, dans cette relation difficile, douloureuse. Et c'est ça que j'ai eu envie d'écrire. C'est vrai que j'ai eu envie de raconter cette histoire parce que... Comment expliquer ça? C'est difficile de dire pourquoi à un moment donné, un livre, on se doit de le faire. Il y a une nécessité en fait à le faire aussi pour la filiation, pour ses enfants, et à rendre compte peut-être aussi d'une partie de moi qui n'était pas forcément visible et qui avait besoin d'être aussi racontée. Parce que vous êtes une femme publique, comme toutes les femmes publiques, comme tous les hommes publics aussi d'ailleurs. Ce n'est pas une question de genre. Et vous êtes une femme en apparence très forte, et une femme qui a des convictions, qui est dans le combat. Ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur. Et vous fournissez différentes clés sur vos fragilités, sur ce qui vous a constitué. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas le faire aussi d'ailleurs? Mais moi je pense que la force c'est d'affronter ses fragilités par ailleurs. Je veux dire, la force c'est aussi d'être capable de comprendre ce qui nous a construit et aussi ce travail sur elle, c'est-à-dire que c'est pas évident d'ouvrir ce que j'appelle le cadavre dans mon placard. Ma mère était un peu le cadavre dans mon placard. Je me suis construite contre elle, je l'ai mise de côté et puis d'un seul coup, finalement, pourquoi réouvrir ce placard-là? Des fois, on se croit très fort en ne réouvrant pas et en pensant qu'on peut continuer comme ça, dur de dur, et puis on avance. Et ça a été un cheminement qui peut faire un peu peur d'ailleurs, et qui est aussi universel, que plein d'autres personnes font ou n'ont pas envie de faire. Ça déstabilise et je crois que quand on arrive à le faire, on sort aussi renforcé. on se dit aussi que c'est probablement pour ça que vous êtes aussi solide en apparence. Vous dites d'ailleurs qu'il y a eu une sorte Vous voulez pas vous mouiller, vous dites en apparence. Non, parce que moi je ne vous connais pas. Bien sûr, non, mais c'est joli. Et donc je ne sais pas en fait comment vous êtes. Bien sûr, je sais comment bien je sûr. vous perçois en tant que journaliste. Je sais aussi que vous écrivez sur ces différences qui vous séparent de votre mère, cette mère qui ne veut pas ou ne peut pas assumer ses responsabilités, qui explique que ça n'est pas grave si elle est en retard, si elle oublie d'aller chercher sa fille, si elle revient un jour après, alors que vous êtes
responsable au sens politique et peut-être au reste du terme. Oui, je pense que cette enfance a nourri chez moi un certain sens de la responsabilité, ça c'est absolument évident. Et en même temps, c'est aussi ça que raconte ce livre, c'est que parfois quand on se construit contre, on ne voit pas la part, une certaine part de soi-même. Et quand on fait cet effort d'aller regarder, de chercher, on se rend compte qu'on a aussi pris une part et qu'elle est positive. Donc je pense que c'est un cheminement qui me permet aussi de voir une certaine part de moi-même que j'avais mis sous le boisseau. Et donc c'est libérateur de ce point de vue-là. Mais alors qu'est-ce qu'il y a d'élan en vous, Et c'est aussi justement? là aussi quelque chose que plein de gens peuvent faire ou ont envie de faire ou ont fait ou sont confrontés, de savoir comment on fait par rapport à des parents, ce qui nous ont légué, ce qui nous a énervé, ce qu'on a plus envie de voir, et puis finalement qui est en nous. Donc c'est tout ça qui est dans ce livre et qui m'intéresse aussi sur la filiation. 8h42 sur France Culture, on continue d'évoquer avec vous Clémentine Autain, qui est députée de Seine-Saint-Denis, La France Insoumise. Dites-lui que je l'aime. Ce récit tout à fait personnel, publié chez Grasset, où vous évoquez votre mère. Qu'est-ce qu'il y a de cette mère-là en vous ? Je pense qu'il y a le goût de la liberté, ça c'est l'évidence, vraiment transmis absolument, fondamentalement je dirais, une certaine audace aussi, que peut-être je ne voyais pas dans moi-même et que je retrouve à travers elle. Bon, elle avait un culot absolument incommensurable, hein. Je raconte cette scène où elle avait joué simplement dans un tout petit court-métrage, et puis Claude Miller cherche une actrice pour jouer dans Dites-lui que je l'aime, le personnage principal avec Gérard Depardieu, et elle se pointe au casting et on lui dit mais vous savez on cherche une star parce qu'il s'agit de jouer le rôle principal face à Depardieu, et elle répond tout de go alors qu'elle n'a jamais joué dans un grand film, elle dit mais je suis une star. Ça tombe bien, vous ne trouvez pas. Et je me dis, ça c'est un culot incroyable, et elle emporte en effet le rôle. Donc elle avait une audace et en même temps beaucoup de timidité. C'est assez amusant de la retrouver comme ça et de retrouver aussi cette tendresse et cet amour pour elle que j'avais mis de côté. Il y a très peu de politique dans ce livre, voire pas du tout. La seule évocation finalement d'une appartenance partisane, c'est étonnamment votre grand-père, vous ne l'avez pas connu, André Lafin, qui était OAS et d'extrême droite, qui était oui, proche de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça vous a fait de le retrouver lui, de d'écrire sur ce grand-père qu'on découvre, je ne savais pas qui était votre grand-père évidemment, et de découvrir que c'était un grand-père d'extrême droite? Est-ce que finalement vous vous dites que bon, il y a des choses que biographiquement on peut comprendre, que il y a des choses que je comprends sur ma mère, élevée par cet homme d'extrême droite, et notamment son envie d'en découdre avec les normes, avec l'ordre imposé. Et moi, je me retrouve vraiment dans cette filiation avec elle contre ce désir de pouvoir et de domination contre lequel finalement elle s'est battue, elle aussi. Mais c'est un milieu où, alors peut-être qu'avec votre père qui est lui aussi connu, c'est un chanteur, Yvan Dautin, est-ce que c'est avec lui que vous parliez politique? Est-ce que votre formation idéologique, elle s'est faite avec lui, parce que apparemment... Oui, beaucoup plus avec mon père qu'avec ma mère, d'abord parce qu'elle est décédée, j'avais 12 Oui. ans, donc on peut pas dire que j'ai eu des grandes discussions politiques, même s'il y a un univers, quelque chose, un imaginaire aussi qui m'a énormément imprégnée et qui vient d'elle, et c'est aussi cet hommage-là que j'avais envie de faire dans ce livre, lui rendre hommage de ce point de vue. Et bien sûr, c'est davantage avec mon père que ma formation s'est faite, alors un peu curieusement, parce que mon père est très anard, et il le sait, on a beaucoup discuté depuis, je me suis en fait façonnée aussi contre lui, que je qualifiais de révolutionnaire assis, parce qu'il était révolté contre ce monde, et il me montrait sans arrêt à quel point ce monde est injuste et effroyable, etc., ce que je comprenais et je partageais, et en même temps je lui disais mais t'es là assis et qu'est-ce qu'on fait? Et donc j'avais l'obsession, moi, de me dire mais il faut se battre, il faut faire, il faut agir, il faut transformer ce réel. Donc il m'a donné le goût d'agir et de vouloir être utile à la transformation de ce monde. Maintenant que vous l'avez écrit et publié ce livre, Clémentine Autain, dites-lui que je l'aime, qu'est-ce qui a changé en vous par rapport aux souvenirs de votre mère, à la manière dont aujourd'hui cette mère, son image, son histoire est en quelque sorte dans l'espace public? D'abord, je suis en fait très heureuse qu'on parle d'elle.
parce que et moi aussi de pouvoir parler d'elle, alors que quand on me parlait d'elle, je passais vivement à autre chose et que j'avais pas envie de la voir. Donc je suis très heureuse de cet hommage, et aussi encore une fois peut-être une forme de non pas de réconciliation avec elle, parce qu'on ne se réconcilie pas avec les morts, mais un rapport plus apaisé à elle, et de fait aussi à moi-même, de faire partager une partie de mon histoire et donc de moi-même, qui certes est intime mais très ancien, mais qui peut-être donne à voir la personnalité politique que je suis, aussi la personnalité tout court. Je ne suis pas qu'une femme politique, je suis une femme engagée, je suis une femme tout court, et au fond, pourquoi ne pas donner à voir cette part-là aussi et lui rendre hommage à elle. Clémentine Autain, dites-lui que je l'aime, publié chez Grasset. C'est un récit fort et émouvant sur la personne de votre mère, et puis aussi sur le petit enfant que vous étiez, puisque celle-ci est morte à l'âge de 12 ans. Et vous racontez cette histoire qui est émouvante et plutôt triste. Je vous